Bien, bonsoir à tous. Désolé pour ces 5 petites minutes de retard avec lesquelles nous démarrons notre séance. Merci pour votre présence. Et je vous propose que nous puissions donc attaquer cette avant-dernière séance de l'année 2025 et qui sera également l'avant-dernière séance de la mandature. Je vais commencer par l'appel des présents. Donc, Yoann Mittelosser, je suis présent. Madame Sabourin-Michel, présente, merci. Monsieur Dominique Vaury, présent, merci. Madame Ambrosio Tadi est absente, excusez de donner son pouvoir à Madame Frédéric Sabourin-Michel. Monsieur Cédric Chian, présent, merci. Madame Christelle Thirouin, présente, merci. Monsieur Drapier, présent. Madame Siffer, présente. Monsieur Lajugie est absent, excusez de donner son pouvoir à Monsieur Jacques Drapier. Madame Boivin, présente, merci. Monsieur Bonneau, présent. Monsieur Demoisson, présent. Monsieur Françoise, j'y arrive, présent, pardon. Monsieur Parmentier, présent. Madame Berthaud, présente. Madame Brasseur, présente. Monsieur Dupuis est absent, excusez de donner son pouvoir à Madame Vater. Monsieur Faucheux, absent, excusez de donner son pouvoir à Madame Boivin. Madame Martins, présente. Madame Vater, présente. Madame Guerriaboy est absente. Monsieur Camara est absent, excusez de m'a donné son pouvoir. Madame Pigeot, présente. Madame Cotreau, présente. Monsieur Lopez est absent. Madame Petit, présente. Et Monsieur Chenot, présent. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir cette séance avec, comme à l'accoutumée, la nomination d'une ou d'un secrétaire de séance pour faire office durant cette soirée. Est-ce que j'ai une ou un candidat? Madame Martins, parfait. En théorie, ce sont les campagnes sont plutôt courtes et pour lesquelles il n'y a pas d'autres impétrants. Je n'en vois pas. Je vous soumets donc la candidature de Madame Martins. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Unanimité. Merci. Madame Juliette Martins est donc désignée secrétaire de séance. Il me revient également de solliciter de votre part, comme à l'accoutumée et conformément à l'article 1221-21 du Code général, l'article 2121-21, pardon, du Code général des collectivités territoriales, d'avoir recours au scrutin public et par conséquent de pouvoir avoir recours au scrutin électronique. Est-ce qu'il y a des contre ces modalités? Des abstentions? Unanimité, merci. Ça fonctionne, Marion? Alléluia. Donc, premier point à l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la séance du 16 septembre dernier, pour lequel vous aviez normalement reçu avec les éléments préparatoires à cette séance tout le détail. Est-ce que vous aviez des remarques, des questions, des amendements, des corrections sur ce procès-verbal? Non? Ben, je vous propose qu'on puisse donc délibérer et passer au vote. Le scrutin est donc pas ouvert. Ah, vous voyez? C'est pour ça que j'avais posé la question. Donc ça ne fonctionne pas, donc on va faire à l'ancienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, à l'unanimité, le procès-verbal est adopté. Il me revient en lieu et place donc de Madame Ambrosio Tadi de vous présenter le deuxième point, à savoir l'approbation. On a une pensée pour Patricia, elle s'est foulée la cheville, donc c'était compliqué pour ce soir pour elle. Donc du coup, il me revient de vous présenter le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, qui s'est tenue le 2 septembre 2025. Alors, de deux choses l'une. Ou bien je vous fais une... Ah, c'est marrant pourquoi tout le monde anticipe ce que j'allais proposer. J'allais dire, soit je vous fais une présentation très complète. Bon, non, peut-être pour vous quand même et pour ceux qui nous suivent, qu'on n'ait pas le sentiment que vous ne donniez pas le sentiment de voter de manière aveugle. La commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est l'organisme qui évalue lorsque vous transférez une compétence, notamment et en l'occurrence entre une commune membre et le PCI, donc la communauté d'agglomération des Tampon-Sud-Essonne. Lorsque vous transférez une compétence, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, et beaucoup de rumeurs et de on-dit, mais ça c'est quand on ne regarde pas de près ce qu'est le fonctionnement institutionnel, ça n'est jamais gratuit. Et c'est pas parce que vous transférez une compétence que la commune fait une économie. À l'instant T, c'est totalement faux. C'est une ânerie. Je m'explique. Si vous avez, par exemple, une piscine qui vous coûte 100 à l'année, vous rejoignez une communauté de communes qui exerce la compétence piscine. Conséquent, vous allez lui transférer cette compétence et donc cette charge à ce coût de 100. Ne croyez pas que le budget communal va s'en trouver allégé d'une dépense de 100 par an. C'est totalement faux. En fait, il va y avoir un dispositif qui s'appelle une commission locale d'évaluation des charges transférées pour faire ce qu'on appelle une attribution de compensation et faire en sorte que ce que vous transférez à l'agglomération, eh bien, ça ne lui coûte pas à elle
une dépense sèche et à vous une économie sèche. Et donc, lorsque vous faites partie d'une agglomération, vous lui transférez aussi la fiscalité économique. J'entends beaucoup d'âneries en ce moment aussi. Il faut savoir que la fiscalité économique, ça relève de l'agglomération. C'est-à-dire que l'agglomération perçoit en lieu et place de la commune toute la fiscalité économique. Là aussi, elle ne nous spolie pas. Elle ne nous reverse pas zéro. Elle nous reverse la totalité de cette fiscalité, moins ce que nous lui avons transféré. Dans l'hypothèse où vous auriez 100 de fiscalité économique que vous touchiez avant et qui annulait, on va dire, en tous les cas, vous permettait d'avoir 100 de recettes pour 100 de dépenses sur votre piscine. Demain, vous intégrez l'agglomération, vous ne percevez plus vos 100 de recettes, vous lui transférez vos 100 de dépenses, vous ne vous trouvez pas simplement avec une économie de 100. Elle, au lieu de vous reverser les 100 de recettes qu'elle aurait dû vous verser si vous lui avez pas transféré de compétences, elle ne va rien vous verser. Bon, cet exercice assez binaire pour vous faire comprendre le principe des charges transférées. Les seules choses qui restent ensuite à la charge de l'agglomération, c'est si demain, il lui vient l'idée, la volonté d'augmenter les dépenses de la piscine, de développer la piscine, d'en créer une nouvelle. Là, effectivement, toutes ces charges nouvelles, il lui revient seul et à 100% de les assumer. Mais tout ce qui est objet du transfert à l'origine continue et perpétuellement, je le précise, de peser sur les recettes de la commune lorsqu'on nous reverse l'attribution de compensation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Angerville, chaque année, lorsque l'agglomération lui reverse la fiscalité d'entreprise, elle retient ce qu'a coûté à partir du 1er janvier 2013, lorsqu'on a intégré la communauté d'agglomération, de communes à l'époque. On a constaté qu'Angerville avait transféré la bibliothèque, qu'Angerville avait transféré les piscines, et qu'Angerville ensuite, quelques années après, a transféré la compétence du périscolaire par le biais de la subvention qu'elle exerçait. Et donc, chaque année, on nous reverse la fiscalité d'entreprise, moins ces compétences transférées. Arrive aujourd'hui une nouvelle compétence, ça c'est le fruit de la compétence eau-assainissement, où il y avait la dimension eau pluviale urbaine. Alors, vous avez l'eau, chacun comprend ce qu'est l'eau potable, l'adduction d'eau potable, c'est votre robinet, c'est ce que vous buvez, avec lequel vous prenez vos douches, etc. L'assainissement, c'est le principe de je traite l'eau que je viens de consommer. Là-dessus, tout le monde comprend que c'est la compétence de l'agglomération. C'était un budget annexe, c'est-à-dire que c'est un budget qui était dédié, puisque en France, le principe, c'est que l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que le service de l'eau de l'assainissement, il est payé à travers vos factures d'eau, et donc qui ont pour partie le but de permettre la neutralité de ce coût. Par contre, l'eau pluviale urbaine, c'est tout ce qui coule lorsqu'il pleut sur l'espace public et que l'on doit notamment récolter, transporter et emmener jusqu'à un exutoire qui est souvent d'ailleurs le milieu naturel. Ce qui me permet de faire une première digression. Je suis désolé pour ceux qui pensaient que je serais court. C'est de rappeler à nos collègues et aux habitants aussi que les caniveaux de la ville, et c'est pour ça qu'à une époque on avait mis une campagne de communication où il y avait marqué "La mer commence ici". Tout ce que vous déversez dans les caniveaux, je dis bien tout. Contrairement à ce que vous pensez, c'est pas parce qu'il y a une grille au bout qui vous semble renvoyer vers les égouts que ça part ensuite en station d'épuration. Le principe des eaux urbaines et de l'écoulement des eaux urbaines, c'est un principe de réseau séparatif. L'eau de pluie ou de ce que vous déversez quand vous lavez une voiture, quand vous déversez, pire que ça, les mégots, ou quand vous faites de la peinture et puis vous vous dites tiens je vais rincer le pot dehors et puis le mettre dans le caniveau, c'est pas grave, il y a une grille, ça part, ça va être traité. Sachez que ça finit dans le milieu naturel tout ça. Ce qui finit en station d'épuration, c'est uniquement vos égouts, c'est-à-dire c'est depuis vos sanitaires, c'est depuis vos douches, enfin bref, c'est tout ce qui est relié à ce réseau. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi on relie pas tout à la station d'épuration? Tout simplement parce que je vous laisse imaginer ce qui se produirait pour la station d'épuration le jour où il y a un fort orage. En fait, il faudrait avoir des stations d'épuration surdimensionnées par rapport aux besoins nominaux de manière quotidienne. Parce que lorsque vous avez une pluie importante, voire même une pluie décennale, en fait, aujourd'hui, si tout devait être reconnecté à la station d'épuration, on l'a fait déborder. La station d'épuration déborde, et alors là, c'est pire que tout, parce que ça veut dire que tout ce qui était censé être traité là va finir dans le milieu naturel. Donc, c'est important de rappeler quand même que les eaux pluviales urbaines, elles ne doivent recueillir que les eaux urbaines, donc de pluie, ce qui coule, et ce que l'on ensuite achemine vers le milieu naturel pour infiltration sans traitement. Et donc, c'est une compétence qui est éminemment communale, les eaux pluviales urbaines. Lorsque cela dépend d'un accessoire indispensable à la voirie. Désolé pour les termes techniques, et c'est là où on a une clé de répartition entre l'agglomération et la ville. Lorsque vous collectez des eaux et que vous les transportez, les eaux pluviales, c'est la compétence de l'agglomération. En revanche, lorsque vous avez en rive d'une rue des avaloirs, c'est-à-dire c'est ces grilles qui ne renvoient pas donc vers les égouts, mais vers un réseau de collecte d'eau pluviale urbaine, les grilles, c'est ce qu'on appelle un élément
un accessoire indispensable à la voirie. Je m'explique, c'est très simple. Si vous n'aviez pas cette grille, ou ces grilles, lorsqu'il pleut, votre route est inutilisable. On est bien d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'était bien un élément qui était indispensable à la voirie. La voirie est une compétence communale. Pour exercer cette compétence et pour que votre rue soit praticable, quelles que soient les conditions météorologiques, vous avez mis des avaloirs. Donc, il est normal que comme ces avaloirs sont dépendants d'une compétence que commune vous exercez, ce ne soit pas l'agglomération d'en assumer les coûts d'entretien, de réparation et j'en passe. Par contre, une fois que tout ça est passé dans les grilles d'avaloir et surtout dans un réseau de collecte pour l'emmener vers les exutoires, là, c'est une compétence purement intercommunale. C'est l'objet de cette collecte. À partir du moment où l'agglomération est devenue compétente pour le réseau de collecte et de transport, elle, finalement, à notre place, assume une charge, une dépense, et donc la collecte, elle a dû, et c'est ça, si vous regardez dans le détail le rapport, elle a dû regarder, regard par regard, élément par élément, ce qui est un élément indispensable à la voirie, compétence communale, combien ça coûte en moyenne d'entretenir un avaloir et quand il faut le réparer, etc., etc. Donc on le chiffre, et ce qui relève de la compétence intercommunale. Je dirais, l'addition des deux et surtout la division des deux entre les domaines de compétences respectifs a donné la somme que vous aviez dans le rapport, à savoir que à l'unanimité, donc le transfert de la compétence est évalué pour Angerville à la hauteur donc de 5 713,50 €. Et donc dans ces 5 513 €, vous avez donc la répartition entre la compétence ville et agglo qui s'établit comme suit, et j'en viens pour mon détail, excusez-moi. Donc, on a un total, nous, de charges transférées. Je suis sur mes investissements, excusez-moi, je vais y arriver. Donc voilà, donc sur ces 5 000 qui sont le montant que la collecte retient pour étant la compétence communale, l'addition, si j'ajoute la partie intercommunale, si j'ajoute la partie communale, on est donc sur à peu près 9 000 € par an, 3 000 € pour la part agglomération, et 5 000 € pour la part de l'agglomération. Et donc c'est ce qui vous donne ensuite 4 000, excusez-moi, les montants que vous aviez donc dans le cadre de la délibération. J'espère que je vous ai pas perdu. Pourtant j'ai essayé d'être... alors dans les chiffres, je vous ai peut-être perdu, mais j'espère que vous avez compris la mécanique. Entre guillemets, il y avait une compétence qui avant était exercée par la commune. Ensuite, elle est partiellement exercée par l'agglomération. Et donc, comme c'est partiel, nous ne lui transmettons que partiellement un coût. Le reste nous est réaffecté. C'est ce que la collecte a donc retenu à l'unanimité. Avec aussi des ajustements pour les années antérieures, puisque ça fait déjà maintenant un certain nombre de temps que la compétence est exercée donc par l'agglomération en lieu et place de la ville pour ce qui nous revient. Et donc c'est ce qui donne les ajustements de sommes tels que vous les aviez, à savoir de régulariser un montant de 23 125 € pour les différentes années. Et ensuite, on repart chaque année sur une somme qui nous revient de 5 713,50 €. Donc, si vous faites vos 23 000 pour vos 20 000, vous arrivez pour cette année à un remboursement de 29 984 €. Et ensuite, on sera sur le même montant que celui que je vous évoquais précédemment. Désolé, c'est très technique, bienvenue au monde des collectivités territoriales, des transferts de compétences, et des sujets sur lesquels il est important, avec sérieux, de se pencher, de prendre le temps, du recul, de comprendre, et de pas simplement se dire, bon, plus que l'agglo exerce, on fait forcément des économies comme ça à l'instant T, miraculeuses. Ça se saurait. Je crois ne connaître aucun élu qui ne se passerait pas d'économie facile. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, des questions, des interventions sur ce point? Ou est-ce que je peux vous proposer donc d'approuver le rapport de la collecte et par conséquent la répartition des charges transférées? Je n'en vois pas, donc je vous propose d'ouvrir le scrutin et de passer au vote. Est-ce que cela fonctionne? Alors, attendez, il faut que je réactive. Alors, 25 votes attendus, nous n'en avons que 24, donc on va voir quel est l'intrus, ou pas. Alors, ah non, désolé, alors, fallait que ça tombe sur vous. Monsieur Chenot, vous êtes pour, contre, vous vous abstenez? Pour, merci. Donc, ce qui nous donne 25 votes attendus, 25 votes exprimés favorablement. C'est une délibération qui est donc adoptée à l'unanimité et je vous en remercie.
Le second point, il porte sur la signature d'une convention entre les partenaires relative à la mise en œuvre d'un projet éducatif territorial et d'un plan mercredi. Et je cède donc la parole à Madame Thirouin. Dans le cadre de sa politique enfance et afin de doter le territoire de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne d'un outil de coordination locale associant l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire, à savoir les communes, les écoles, les associations, les familles, les services de l'État, la CAF, etc. Les élus du conseil communautaire, en séance du 22 septembre dernier, ont adopté le projet éducatif de territoire, le PEDT, et aussi le plan mercredi pour la période 2025 à 2029. Sur le territoire de la commune, la CESE intervient dans l'accueil périscolaire et de loisirs, les matins et les soirs, mais aussi les mercredis et pendant les vacances scolaires. Ces services occupent les locaux qui sont mis à disposition par la ville, et en qualité de partenaire, la commune est signataire de la convention. Cette convention a pour objectif de déterminer les modalités d'organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre du PEDT et du plan mercredi pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et ou élémentaires de la CESE. Ce PEDT et ce plan mercredi couvrent les 37 communes du territoire dont Angerville fait partie. On vous demandera d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention entre les partenaires que vous avez trouvée en annexe. Merci. Alors, je ne doute pas un instant que vous avez lu attentivement ce qui est finalement le cœur de cette délibération, à savoir le PEDT qui est aujourd'hui constitué d'une 40aine de pages. Peut-être quelques mots quand même. Le projet éducatif de territoire, c'est un outil, alors d'ailleurs cet acronyme PEDT dont on peut se demander à quoi il sert, retenez que c'est un outil qui vient reconnaître l'action professionnelle des animateurs qui, sur le temps périscolaire ou le temps centre de loisirs, ont à charge de s'occuper de l'éveil, de l'apprentissage et pour partie finalement d'une forme d'éducation auprès des enfants qui leur sont confiés. Et c'est ce pourquoi les élus de l'agglomération ont voulu reconnaître ce côté professionnel et en continuité finalement avec le temps éducatif pour lequel on a l'habitude d'avoir les enseignants, dévolu à nos animateurs. C'est doter notre territoire de vrais projets éducatifs. Nos centres de loisirs, nos centres périscolaires ne sont plus les centres aérés tels qu'on avait l'image ou ces garderies, quand j'entends encore ce terme, tels qu'on pouvait l'avoir. Ce n'est absolument pas cela. Bien au contraire, on a des agents qui sont formés et dont il est attendu qu'ils portent des programmes éducatifs, des projets éducatifs avec donc et pour les enfants dont ils ont la charge. Et l'enjeu de ce PEDT, c'est de rappeler justement que les animateurs font partie d'un tout. Ce tout, il est en lien avec l'éducation nationale, qui est signataire du PEDT, avec la CAF, avec toutes les instances, le département qui, de près ou de loin, concourent au travail autour de l'enfance. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, amenés à nous prononcer sur ce PEDT, puisque, comme cela a été rappelé par Mme Thirouin, la commune demeure encore à ce jour propriétaire des locaux. Lors du transfert, donc lors de l'évaluation des charges transférées, il a été décidé que la commune resterait propriétaire et donc aurait à sa charge l'entretien et le fonctionnement des locaux, l'agglomération prenant, elle, de son côté, le coût de fonctionnement de l'équipement, à savoir notamment et majoritairement le personnel et aussi tout ce qu'il y a besoin d'acquérir en termes d'équipement pour le faire vivre. Et ce qui venait en compensation de l'ancienne subvention que la commune versait du temps où le centre de loisirs Planète Enfant était associatif. Donc aujourd'hui, c'est venir reconnaître à toutes ces équipes et à l'échelle d'un territoire, avec un véritable écosystème, une vraie dimension professionnelle et éducative, ce travail éminemment qualitatif qui est apporté par nos équipes dans un secteur qui souffre aujourd'hui d'un déficit d'attractivité ou de vocation. Et donc c'est aussi une manière de rappeler à nos collaborateurs au niveau de l'agglomération que le métier qu'ils exercent, loin d'être simplement une activité, je dirais, passagère ou un job passager, est aussi avant tout une vocation et c'est une profession, c'est une réelle profession. Et tout comme les assistants maternels, tout comme les éducateurs de jeunes enfants se voient reconnaître aussi un côté professionnel lorsqu'ils interviennent dans leur structure respective, nous devons aussi le rappeler que être animateur d'un centre de loisirs ou d'un centre périscolaire, ce n'est pas être simplement
un mono à l'ancienne dans un centre aéré et sans vouloir avoir d'avis négatif. Les choses ont changé, l'éducation a changé. Et rappelez aussi que les enfants, et c'est là où tout le travail partenariat avec l'éducation nationale est important, sont les mêmes, qu'ils soient du temps périscolaire ou lorsqu'ils passent dans l'école ou lorsqu'ils nous reviennent en temps périscolaire. Ça veut dire que travailler en confiance, en proximité avec les équipes éducatives, qu'il y ait ce dialogue entre les enseignants et nos animateurs. Quand on parle d'un enfant, ce qu'il vit chez nous et possiblement ce qu'il vit à l'école ou indirectement ou inversement, pardon, qui est du lien avec la famille. Parfois, les enseignants ne sont pas amenés à voir la famille, alors que c'est le cas de nos animateurs qui accueillent le matin ou remettent l'enfant le soir. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est porté comme ambition à travers ce PEDT, dont je tiens à vous dire qu'il sera le premier porté par un établissement public de coopération intercommunale, donc une première communauté de communes, en l'occurrence pour nous une agglomération, à l'échelle du département. Et donc, en tant que commune concernée par des locaux, il vous est proposé de me permettre, en votre nom à tous, d'être signataire de ce PEDT. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions donc sur ce point? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Je vous invite à vous prononcer. Un jour, on fera le grand chelem. D'un coup. Donc, il m'en manque. Comment ça, il m'a pas passé? Attendez, en plus, c'est de ma faute. C'est de ma faute? Ben, je vous assure que j'ai voté pourtant. L'arroseur arrosé, effectivement, bien joué. Non, mais écoutez, prochaine fois, je tendrai cette fois ma langue dans ma bouche. Alors, je recommence. C'est pourtant vrai que c'est pas passé. Bon, Monsieur Chauneau, à chacun son tour d'être l'intrus, c'était mon tour. Donc, 25 votes attendus et 25 votes exprimés favorablement. C'est donc une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Merci à tous, merci pour les animateurs et merci pour les enfants. Nous poursuivons avec le 4e point. Il concerne la désignation du mandataire dans le cadre de la liquidation de la SPL Essonne Terre d'Alimentation et la restitution des parts sociales versées. Là, je crois pouvoir faire très simple. Vous savez que depuis 2015, le département ambitionnait la création d'une légumerie départementale qui avait pour but, dans la mesure où nous sommes un territoire agricole, de créer une filière à la fois donc pour être un exutoire et un lieu d'approvisionnement ensuite pour des cuisines centrales, avec notamment tout ce qui peut être légumes de plein champ et j'en passe, et accompagner aussi la diversification du modèle agricole. Il a fallu donc plusieurs années de discussion sur le modèle juridique de la création de l'outil, pour voir ensuite de quelle manière les communes, en fonction de la manière dont elles géraient leur cantine, soit en régie, traduction, elles cuisinent sur place, soit en délégation de service public, soit en délégation de service public qui peut être totale ou partielle, soit sous contrat lorsqu'elles font appel à une liaison froide, c'est notre cas par exemple. Eh bien, puissent ensuite, le moment venu, soit via leurs prestataires les contraindre ou les inciter, ou peu importe le mot que vous voulez, à s'approvisionner auprès de cette légumerie pour fabriquer des repas et donc favoriser la notion de circuit court et d'accompagnement à la diversification agricole et de soutenir aussi la filière, soit tout simplement lorsqu'elles exercent en direct, eh bien, c'est de se fournir auprès de la légumerie. Le modèle juridique qui avait été retenu comme étant le plus approprié, c'est celui d'une société publique locale SPL dénommée Essonne Terre d'Alimentation. Nous avions donc confirmé lors de la création juridique de l'entité notre volonté de faire partie des communes fondatrices aux côtés du département de cette légumerie départementale et nous avions délibéré pour pouvoir acquérir 306 actions, ce qui était le même nombre d'actions proposées par tous les partenaires communaux, le département lui gardant la majorité. Donc on avait investi 3062 € sur le compte de la SPL. Le souci, c'est que actuellement, chacun aura pu constater que malheureusement, le contexte économique n'est pas, si elle peut dire, très très favorable. Et donc, le département constate aujourd'hui que ce modèle, dans le cas de la SPL, est fortement dégradé et il conclut à une non-soutenabilité économique de l'équipement qui pourrait être envisagé et que par conséquent, il ne lui paraît pas à ce stade raisonnable de poursuivre plus avant, compte tenu aussi du fait qu'un autre outil beaucoup plus avancé est déjà en service ailleurs en Île-de-France rencontre visiblement des difficultés au point de mettre en danger sa propre existence. Le département, pour l'instant, souhaite réorienter la réflexion sur la légumerie, marquer une pause et donc arrêter le modèle juridique de la SPL, ce qui veut dire que si vous arrêtez un modèle juridique, vous entrez en liquidation
Et qui dit entrer en liquidation dit à restituer aux communes les parts qu'elles avaient investies. Et donc, il vous est proposé aujourd'hui de désigner François Durouvray comme étant mandataire habilité à réaliser l'ensemble des démarches nécessaires à la restitution du capital social à l'ensemble des actionnaires que nous sommes, donc nous permettre de récupérer les 3062 € que la ville avait investis, de préciser donc que la totalité de la part du capital revenant à la commune lui sera restituée, comme je viens de vous le dire, et de m'autoriser, moi, à signer tout document afférent ensuite à la liquidation de la SPL dénommée Essonne Terre d'Alimentation et à la restitution de la part sociale du capital à la commune. Voilà, mes chers collègues, c'est une aventure intéressante, mais qui pour l'instant se confronte à la réalité économique que nous traversons. Il me semble effectivement beaucoup plus sage qu'à ce stade le département tire cette conclusion prudente et évite de nous engager dans un outil qui possiblement demain se révélerait économiquement instable, appelant dans ce cas-là à ce qu'on appelle une recapitalisation, c'est-à-dire à un appel de fonds complémentaires, parce qu'une fois que l'outil est lancé et qu'il a des coûts, là, on n'a rien investi, rien n'a été lancé, donc on peut récupérer nos parts du capital d'actionnaire, mais demain, lorsque vous engagez la dépense, sauf si vous avez une affaire qui économiquement tourne et dégage bénéfice, si en revanche elle est en déficit, il faut soit acter qu'on liquide et chacun perd ses plumes, soit recapitaliser. Donc recapitaliser veut dire réacheter des actions. Donc à ce stade, c'est ce qui Madame Obrodo-Tadi nous a représenté et s'est fait la porte-voix le porte-voix de la commune. Donc il nous a aussi semblé, tout comme le département, plus prudent et raisonnable d'acter pour l'instant cette dissolution. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions ou des besoins de précision donc sur cette délibération? Chacun retiendra qu'en fait, on avait investi 3060 € et qu'on va récupérer 3060 €. Voilà. Je crois que c'est plus important si je reste très très cartésien, voilà, et c'est peut-être le plus important. Eh bien, écoutez, en l'absence de questions, je vous propose donc de passer au vote. Le scrutin est donc ouvert. Je vous invite à voter. Les intrus changent. Donc, Madame Pigeot, merci. Donc, 25 votes attendus, 25 exprimés favorablement. C'est donc une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous poursuivons avec le 5e point. Il concerne une délibération pour ralliement à une procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire 2027-2030 auprès du Centre interdépartemental de gestion. Bon, comme la délibération vous le rappelle, la loi du 26 janvier 84 autorise les centres de gestion à souscrire pour le compte des collectivités et qui le souhaitent naturellement à des contrats d'assurance statutaire qui vont couvrir les risques financiers liés à l'absentéisme de leurs agents dans le cadre de leurs obligations législatives et réglementaires. C'est-à-dire tout ce qui va concerner le remboursement pour les absences d'essai, maladies ordinaires, longues maladies, congés longue durée, maternité, etc., etc. Depuis 92, le conseil d'administration du CG a pris la décision de créer un contrat intergroupe et de le soumettre périodiquement à une mise en concurrence, conformément à la réglementation relative à la commande publique. C'est logique, hein, donc le CG est notre intermédiaire pour aller sur la place et mettre en discussion et en concurrence pour qu'on puisse avoir la meilleure proposition. Ce contrat présente l'intérêt de mutualiser, vous l'avez compris, à un niveau plus élevé, donc d'avoir possiblement des risques et des garanties plus intéressants. L'échéance du 10e groupe, qui est fixée au 31 décembre 2026, arrive avec l'actuel contrat qui compte à ce jour 639 collectivités adhérentes, ce qui représente près de 44 000 agents. Et 44 000 agents CNRACL, donc ça c'est les agents dits titulaires de la fonction publique, hein, ou 2000 agents IRCANTEC, c'est-à-dire les contractuels. Donc en plus de garantir une procédure qui est sécurisée, donner mandat au CIG à notre place nous assure une prise en main, un accompagnement clé en main, je vais y arriver, et qui est pérenne. Et puis enfin, l'appui de la prestation assurantielle du CG veille à ce que le contrat proposé soit le plus, optimisé et en faveur des agents possible. La commune donc est soumise à l'obligation de mise en concurrence de ces contrats d'assurance et il est proposé que, parce qu'on pèse plus lourdement à plusieurs que seul, que l'on puisse donc rallier cette mise en concurrence qui est organisée par le CIG
et qu'on lui confie donc la mission de passer pour notre compte l'appel à concurrence. La procédure, donc, elle permettrait au CEG de mettre sur la place 2 garanties. Une garantie pour les agents relevant de l'IRCANTEC, donc qui sont stagiaires ou titulaires, et une garantie pour la CNRACL, donc c'est-à-dire les contractuels. La collectivité garde le choix de souscrire à l'un ou l'autre des garanties, et nous concernant, donc, on irait sur une tranche ferme pour les collectivités de 30 agents, et autant de tranches optionnelles, conditionnelles, nominatives, que la collectivité aurait d'agents à partir de 31. Bon, je vous épargne le reste de la consultation. Chacun aura compris que notre intérêt pour nous, sur l'assurance statutaire, c'est en rejoignant le contrat groupe du CIG qui le passe pour le compte quand même, je vous l'ai rappelé, de près de 639 collectivités, d'avoir un effet masse intéressant. L'enjeu de la négociation, de la mise en concurrence et de la passation des marchés pour notre compte est d'offrir des prestations à un niveau financier et de prise en garantie plus intéressant que si nous, petites collectivités de moins de 100 agents, ne procédions par nous-mêmes à la mise en concurrence. Bon, chacun comprend, hein, c'est le principe de le groupement de commandes, hein, on peut pratiquer dans d'autres domaines, hein, on peut avoir des tarifs plus intéressants quand on est plusieurs. Et donc, il vous est proposé à travers cette délibération de me permettre d'avoir recours au CG pour rejoindre cette négociation de contrat groupe. Est-ce qu'il y a des questions d'intervention sur ce point qui vous passionne? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Et je vous invite à vous exprimer pour vous dire si vous êtes pour, contre ou si vous vous abstenez. 23 votes sur les 24. Parfait, 25 votes exprimés. Bingo. Et donc, nous avons 25 votes pour. C'est une délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, le point numéro 6, il concerne la tarification des sorties organisées pour les seniors au titre de l'année 2026. Et je cède sans plus attendre la parole à Madame Sabourin-Michel. Ça marche. Donc depuis plusieurs années, la ville organise des sorties pour les seniors, pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Ces sorties sont organisées par le biais, enfin c'est organisé et préparé par l'espace Simone Veil, que je remercie d'ailleurs pour ce travail. Vraiment, il y a des recherches très poussées pour trouver des sorties intéressantes. Et comme tous les ans, il faut adapter les sorties, le tarif des sorties en fonction du spectacle, en fonction de ce qui est proposé, sachant que la ville prend en charge les transports. Donc là, il reste le prix de la sortie. Donc ces tarifs doivent être fixés pour l'année 2026. Donc je vais vous donner les dates des sorties, le spectacle et les tarifs uniques proposés. Donc le 27 janvier, le spectacle Shenmue à 50 €, c'est un tarif unique. Le 17 février, un jeu télévisé Slam, c'est gratuit. Le 12 mars, la visite de la vinaigrerie de Martin Pourret, 30 €. Le 16 avril, la visite de la mielerie du Gâtinais, 35 €. Le 7 mai, la visite et spectacle équestre au Haras du Pin, 35 €. Les 26 et 27 juin, un séjour à Verdun, donc c'est un séjour sur 2 jours avec hôtel, petit déjeuner, enfin tout quoi, 190 €. Le 22 septembre, déjeuner spectacle à la Nouba, 40 €. Le 15 octobre, visite du château de Villandry, 30 €. Le 19 novembre, formation, prévention et secours civique, c'est gratuit, il faut s'inscrire. Le 10 décembre, visite de la cathédrale et du marché de Noël de Reims, 45 €. Donc il vous est demandé d'approuver ces tarifs pour l'année 2026. Merci. Merci beaucoup. Je me joins et j'imagine vous également aux remerciements que Madame Sabourin-Michel adresse à l'endroit des équipes de l'espace Simone Veil. Ça fait plusieurs années que la ville peut s'enorgueillir de porter ce dispositif. Alors vous, on a le même pour les familles désormais, nous l'avons aussi pour les jeunes, mais ça a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres dans le programme, dont on a pu aussi reparler à l'occasion du repas des aînés qui s'est passé donc le 11 octobre dernier. Et je vous remercie pour un certain nombre d'entre vous d'y avoir assisté. C'est toujours un moment important d'échange, de dialogue avec nos aînés. Et j'ai pu constater à la fois que le programme était attendu. Il est aussi le fruit, alors naturellement, d'une proposition de la part des équipes de l'espace Simone Veil, mais sachez qu'il est co-construit
avec nos usagers, fidèles personnes qui fréquentent les sorties, c'est-à-dire qu'une fois par an, eh bien l'équipe propose plusieurs thématiques, plusieurs sorties, et puis ce sont les aînés eux-mêmes qui choisissent, discutent et votent, voire proposent. Et d'année en année, on voit que il est de plus en plus le reflet de la volonté de nos aînés. Et donc, j'en suis ravi parce que quelques années en arrière, quand on a démarré, je tiens à adresser un petit coup de chapeau aussi et un remerciement particulier à Liliane Couroub, la présidente de l'association Léa, parce que on n'était pas très nombreux à y croire. Et au départ, il y avait pas beaucoup de monde. On avait des petits groupes de 12, 13 personnes. Aujourd'hui, le succès est plus qu'au rendez-vous, puisqu'il y a certaines sorties qui, sitôt la réservation lancée, affichent complet. Je sais notamment que récemment, il y a eu une très très grosse frustration. Mais vous me direz, je sais pas si ça peut les rassurer, mais j'en ai longuement échangé avec certains lors du repas des aînés. C'est au niveau national cette frustration, même internationale, c'est-à-dire le fait que tout le monde n'a pas pu aller faire Notre-Dame de Paris. Alors oui, Notre-Dame de Paris, qu'on se le dise, là toute la fierté du savoir-faire français et de nos artisans d'art qui ont fait un travail exceptionnel fait que le monde entier veut venir, et les Français aussi, veut venir voir Notre-Dame de Paris retrouvant sa splendeur immaculée d'origine. Et si vous êtes à titre personnel essayez à obtenir les fameux billets qui sont gratuits, mais à obtenir les billets qui sont en moyenne délivrés 48 heures avant sur le site, environ 16 000 places par jour, quand même pas rien. Si vous avez réussi entre vous à en avoir, écoutez, je veux bien la recette parce que même pour avoir tenté moi à minuit tout pile, à chaque fois vous êtes dans une file d'attente et il n'y a plus de place. Donc il doit y avoir des systèmes de robots à mon avis sur des agences de voyage en passe qui doivent tout prendre. En tout cas, qui doit être mieux organisé, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est vrai qu'on avait eu la chance d'avoir une sortie. Donc, comme la France entière et le monde entier veut aller voir Notre-Dame, on n'a pas échappé à la règle à Angerville, donc tout le monde a voulu. On n'a pas pu emmener tout le monde. Donc, ça nous a été redemandé. Je dis que sitôt que les réservations seraient un peu plus souples et qu'on arriverait à avoir, on le ferait bien volontiers. Il faut savoir aujourd'hui quand même que Notre-Dame en 2025 est le monument le plus visité de France. Donc, c'est-à-dire qu'on est devant la Tour Eiffel, on est devant Versailles, j'en passe, c'est Notre-Dame. Donc, mais ça témoigne d'une chose, et ce que je leur ai dit, c'est que c'est le côté gratifiant, car ce qu'on propose, semble-t-il, répond à des besoins. Il y a d'autres sorties parfois qui sont un peu limites, et on est peut-être à la croisée de se dire un jour il faudra mettre un deuxième bus, mais c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on appelle aussi répondre à des besoins. Alors souvent, mais pas que, mais de publics qui peuvent être isolés parce que la vie a fait qu'on a pu perdre un conjoint, parce que aussi quand on est à deux, on a peut-être moins l'occasion, en fonction de l'âge faisant, de sortir. Et c'est une manière de rompre la solitude, de rompre avec la routine, d'avoir des relations, d'incarner le vrai vivre ensemble, qui là aussi ne se décrète pas, il se construit patiemment avec les personnes qui font partie de cette commune et sont à part entière des habitants. Et tout comme avec les familles, nous avons des programmes qui fonctionnent bien, et bien il en est de même avec les seniors et tout comme avec la jeunesse. Donc le programme riche tel que proposé par Mme Sabourin Michel, avec donc les tarifs proposés, et vous voyez aussi les questions de prévention. Alors, cette année, ils ont repassé le code. Alors, me suis pas tenu au courant de ce que ça avait donné la session du code, mais qu'il y avait aussi, pareil, ce qui prouve que tout le monde n'est pas que dans la consommation de sortie. On a eu plus de monde que de capacité, donc on a beaucoup de nos aînés qui ont voulu repasser le code et qui ont voulu s'exercer et s'essayer à cette redoutable épreuve, dont je crois pouvoir dire qu'un certain nombre d'entre nous autour de cette table, moi le premier, si on la repassait d'un coup, sans répétition, sans préparation, on n'est pas sûr de l'avoir du premier coup. Donc on a aussi cette dimension qui est de créer de l'accompagnement, de la sensibilisation. Et vous voyez aussi que l'année prochaine, cette année c'était le permis, l'année prochaine on les forme au secours civique, au premier geste secourisme. Ça aussi c'est des choses, des réflexes. On le mène avec nos jeunes à l'espace Simone Veil, on l'a mené avec les familles aussi récemment, et on entend le mener avec les seniors. Tout ce qu'on pourra prodiguer comme étant les bons réflexes sont toujours autant d'éléments qui parfois sur les quelques précieuses minutes qui séparent la capacité de sauver quelqu'un de le perdre, peuvent faire la différence. Et ça prouve aussi qu'un programme n'est pas qu'une notion de spectacle, de sortie, c'est aussi un engagement citoyen, un accompagnement, tout simplement un moment où on passe du temps ensemble. Je pourrais vous parler aussi des différents ateliers. Alors, j'ai pas segmenté en disant que quand on fait des cours informatiques, on a majoritairement des personnes des aînés, mais c'est le cas. Donc ça prouve aussi que ça répond à des besoins, et là encore, on permet à notre échelle de lutter contre l'électronisme ou contre la barrière que peut parfois représenter l'outil informatique dans un monde qui est de plus en plus numérique, où tout passe par le numérique, tout passe par l'écran. Et puis alors maintenant qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est aussi ça le rôle d'une collectivité comme la nôtre, c'est d'accompagner toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions, leur parcours, leur âge, et c'est véritablement s'enorgueillir que d'être à
à la hauteur, en tous les cas, de se challenger en permanence pour avoir un service public communal efficient et le plus en adéquation possible avec leurs attentes, même s'il n'est pas toujours parfait, mais là, en l'occurrence, on le construit avec eux. Voilà, mes chers collègues, et donc la délibération pour les tarifs. Mais peut-être avez-vous des questions sur celle-ci, sur l'opportunité des sorties ou sur le fonctionnement de manière globale. C'est que pour les aînés, oui, oui. 60 ans, bon, voilà. C'est plutôt que l'âge de la retraite, quand c'est un grand débat actuel, oui, on est encore plus large, on accorde dès 60 ans. Vous voyez que c'est quand même très progressiste en janvier. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, je vous propose de passer au vote pour permettre l'adoption de ces tarifs et donc à nos aînés de continuer à profiter de ces sorties. Je vous invite à vous prononcer. Madame Siffer. 25 votes attendus, 25 votes exprimés. Ils sont tous exprimés favorablement. C'est donc une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Merci à tous. Le 8e et dernier point, ce sont les divers. Ah, pardon. Ah oui, le 7e, excusez-moi. Le 7e. Non, je voulais pas finir plus vite, mais j'ai tourné la page 2 fois. Budget principal, décision modificative. Ça aussi, vous adorez dès qu'on parle budget. Bon, vous avez l'habitude, la décision modificative, c'est lorsque, en fonction de l'exécution budgétaire, on a besoin de réaffecter entre les crédits et les dépenses. Chacun comprendra, mais c'est important de le rappeler puisque on a la chance d'avoir des personnes qui nous suivent, que ce soit là en direct et je les salue et je les en remercie, ou en différé. Les débats nationaux font parfois un petit peu engendrent quelques mélanges. Vous savez qu'actuellement, au niveau de la nation, nous cherchons à trouver un budget parce que il paraît qu'il y a quelques milliards à trouver, parce qu'il paraît qu'il y a une dette de quelques milliards dont la charge des intérêts par an représente aussi quelques milliards. Malgré toutes les critiques qu'on peut adresser aux communes, aux départements ou aux régions, qui font partie de ce qu'on appelle les collectivités territoriales, il faut savoir que celles-ci doivent voter des budgets à l'équilibre. C'est-à-dire qu'une commune ne peut pas emprunter pour son fonctionnement. Si demain il n'y a pas assez d'argent parce qu'on veut faire telle ou telle activité, telle ou telle manifestation, on ne peut pas emprunter pour le faire. La seule manière pour laquelle on peut emprunter, c'est si on veut investir. Chacun sait ce que c'est qu'investir, c'est lorsqu'on acquiert quelque chose, notamment vous construisez une école, vous avez besoin d'acheter des véhicules, et pour pouvoir emprunter, vous devez, dans le cadre de votre fonctionnement, pour lequel vous ne pouvez pas vous endetter, dégager de l'excédent qui permet de rembourser les annuités de l'emprunt. Donc, vous ne pouvez pas emprunter plus que votre capacité, c'est comme un foyer. Principe, vous allez voir votre banquier, faut pas lui dire je vais emprunter 3000 alors que je gagne 0, voire même je vous en donne déjà 4. Il y a un moment, il va vous dire vous êtes gentil, c'est bien mignon, je vais vous vendre des placements, des produits, mais enfin, il y a un moment où j'aimerais quand même pouvoir envisager de récupérer ma mise. Alors, autant l'État, lui, peut emprunter autant que, voilà, parce que l'État vend de la dette, emprunte de la dette, mais les collectivités, non. Donc, dès qu'on doit ajuster notre budget, on passe par ce qu'on appelle une décision modificative, et lorsqu'on a besoin d'augmenter la dépense d'un côté, ça veut dire qu'on va récupérer souvent dans les réserves que l'on fait par précaution, pour pouvoir réaffecter en face de la bonne ligne. Alors, quel est l'objet de la présente décision modificative, qui n'est que la deuxième? Nous arrivons en fin d'exercice budgétaire, vous savez que l'exercice budgétaire, il est annuel, ce qui prouve une bonne gestion. Quand vous multipliez pas l'édition modificative, c'est que entre la présentation budgétaire et la réalisation, vous êtes conforme et cohérent avec ce pourquoi vous êtes engagé et que vous respectez ce pourquoi vous avez sollicité, lorsque vous êtes un exécutif, le vote de l'ensemble du conseil municipal. Aujourd'hui, nous avons donc sur un bâtiment à changer des menuiseries intérieures pour un logement communal qui est situé à la piscine. Il y en a pour 16 100 €, puisqu'il est constaté aujourd'hui qu'on a des menuiseries en aluminium d'origine. Donc, on a au milieu des années 80, quand le gymnase a été créé avec son logement. Donc, globalement, aujourd'hui, il y a autant de condensation dehors que dedans. Donc, ça nous semble quand même cohérent pour des raisons à la fois de bonne gestion de notre propre patrimoine et aussi d'usage vertueux des ressources de chauffage et autres du dit logement, qu'on puisse procéder à ces changements. Le coût du changement des menuiseries intérieures du logement est évalué à 16 100 €. Vous voyez que l'on peut obtenir de la part du syndicat d'énergie une subvention de 9 371 €. En parallèle, la taxe d'aménagement, on a une restitution d'une partie de la taxe qui est perçue pour les zones d'activité qui doit être reversée à l'agglomération à hauteur de 16 833 €. Donc, ce qui veut dire que vous avez un besoin d'un côté de 16 100 € auquel on aura naturellement une subvention, mais ça reste une dépense. On a un remboursement de 16 000 € de la taxe d'aménagement
Et donc, on doit avoir, une fois qu'on minore la subvention, un besoin de 23 562 €. C'est ce qu'on va diminuer de la réserve pour venir compenser le besoin en dépenses. Voilà, mes chers collègues, ce qu'il vous est proposé de faire, est-ce que cela vous a semblé clair? J'ai essayé d'être limpide. Je ne sais pas si je me suis pris aussi bien que Madame Ambroso t'a dit, mais néanmoins, chacun aura compris que du coup, nous pouvons largement nous le permettre, et c'est de toute façon à la faveur. Je transmettrai le côté sexy, Madame Ambroso t'a dit. Elle y sera très sensible, Madame Siffert, mais ça permet donc d'investir dans notre patrimoine communal avant tout. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de m'autoriser donc à effectuer cette décision modificative pour affecter les crédits permettant de changer les fenêtres et de reverser tel que le règlement le prévoit, une partie de notre taxe d'aménagement à l'agglomération. Madame Siffert. Oui. Donc 25 votes attendus, 25 votes pour, c'est donc une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le 8e point, je savais bien qu'on y viendrait, donc concerne les divers. Alors les divers, vous savez, ce sont les décisions que j'ai prises dans le cadre des délégations de pouvoir qu'on nous a accordées. Ça savoir, comme on arrive en fin de mandature, je le rappelle quand même, mais ça veut dire que si vous n'accordiez pas au maire des délégations de pouvoir, tout ce que vous voyez ici devrait faire l'objet de délibération. Alors, vous voyez qu'il y a des choses parfois, c'est-à-dire qu'on aurait pu être amené à délibérer pour savoir si vous autorisiez à reprolonger le contrat de maintenance pour la vidéo-verbalisation de la police municipale. Alors que ça aurait pu mener sur un débat, l'opportunité ou pas d'avoir de la vidéo-verbalisation, enfin de la verbalisation, pardon, pas de la vidéo, de la verbalisation, donc pour 441,83 € par an. On a eu un contrat d'expertise pluridisciplinaire avec la société SVP, donc ça c'est la société qui nous accompagne pour avoir une assistance juridique. Et donc ça coûte 680,68 € TTC par mois. Toujours moins cher que d'embaucher un juriste pour lequel on n'aurait pas forcément de quoi pourvoir à ses compétences toute l'année sur une commune comme la nôtre. J'ai adressé aussi une demande de financement, comme chaque année, pour le poste de chef de projet Petite Ville de demain. Vous savez que le salaire du chef de projet PVD est financé à hauteur de 75% par des subventions. Donc là, on sollicite 42 750 €. J'ai signé un marché de travaux pour la construction. Alors vous avez demandé pourquoi ça vient ici. On termine sur les services techniques lorsqu'il a fallu aménager donc le garage et aménager les nouveaux ateliers de services techniques. On a un avenant de régularisation avec le maçon. Donc on a 2021,76 € de régularisation avec la présentation des dernières factures. J'ai aussi signé un avenant au contrat de licence Géofolio pour l'hébergement, la maintenance du site internet avec Next Publica France. C'est un avenant de transfert de contrat, il n'y a pas d'incidence, c'est-à-dire que la société chez qui on hébergeait a été rachetée, donc c'est transféré à une autre, mais je dois acter que désormais nous avons un autre interlocuteur, mais donc ça ne change rien sur le coût annuel. On a notre contrat de dératisation. Vous savez que la commune, chaque année, paye 2385,86 € pour que son réseau d'assainissement notamment, indirectement ses bâtiments soient surveillés en termes de prolifération des rats. Et ça permet, lorsqu'on a le retour de passage sur le terrain, alors on met à disposition, vous savez, du blé empoisonné en mairie pour nos concitoyens qui peuvent être victimes d'invasion. Et ça permet aussi, lorsque lui passe régulièrement, il nous fait ce qu'on appelle un rapport de niveau d'infestation. Et lorsqu'on voit qu'il y a une infestation qui sur certains secteurs remonte, là on peut coup par coup déclencher des interventions donc curatives pour régler le problème. Et c'est ce que vous avez juste après, ça va être le contrat de dératisation du réseau des égouts avec le CTE Rouge, donc pour un coût annuel de 1 789,92 €. Et donc par le biais de ce contrat de dératisation que l'on peut faire les interventions. J'ai signé un contrat de mise en location d'un de nos box. Vous savez qu'on est propriétaire des garages qui sont au bout du chemin d'autrui. Et donc, on a un nouveau locataire, et donc le loyer mensuel est de 69,75 €. Et enfin, j'ai signé un contrat de vérification périodique et réglementaire de tous nos dispositifs d'ancrage du stade avec la société Veritas. Qu'est-ce que c'est que les systèmes d'ancrage? En fait, il faut savoir que nous avons donc des mâts d'éclairage au stade André Boivin, et que les mâts d'éclairage, pour accéder à leur sommet lorsqu'il y a des interventions techniques à faire, vous devez de vous assurer sur une ligne de vie. Il y a un câble qui court tout du long, et en fait, cette ligne de vie, vous devez assurer qu'elle est annuellement vérifiée. Alors qu'avant qu'un technicien puisse mettre son baudrier et s'assurer sur la ligne de vie, il faut qu'une fois par an, on ait un bureau de contrôle qui s'assure que la ligne de vie
elle lui garantit justement de rester en vie en cas de problème et qu'elle ne va pas céder si jamais il devait chuter. Voilà mes chers collègues. Vous rappelez que notre prochain et dernier conseil municipal de cette mandature 2020-2026 aura lieu le mardi 16 décembre, qu'il sera précédé comme chaque année, l'occasion aussi entre nous de tirer le bilan comptable précis d'un séminaire budgétaire entre nous, le samedi 22 novembre, entre nous, c'est à l'ensemble du conseil municipal, le samedi 22 novembre au matin, ici même à 9h, je vous attends nombreuses et nombreux pour que vous faire état à la fin de cette mandature de la situation de la commune, qui permettra aussi de pouvoir parfois tordre le cou à certaines âneries que je peux entendre. Et enfin, vous rappelez pour ceux que ça peut intéresser que le dernier conseil de la mandature aussi de l'agglomération, il a lieu à Angerville, aura lieu le 15 décembre, c'est-à-dire la veille donc du conseil municipal. Si vous voulez avoir le 2 en 1, si vous voulez vous faire plaisir, il y a un package groupé, vous pouvez venir lundi 15 pour le dernier conseil de l'agglomération et vous enchaînez le lendemain ici même, le mardi 16, pour le dernier conseil de la mandature de la commune. C'est important, c'est comme ça que la démocratie vit, mes chers collègues, en s'intéressant, et pas simplement en émergeant au moment où les opportunités se font. Et enfin, vous rappelez que vous êtes chaleureusement attendus à plusieurs événements, la cérémonie du 11 novembre, mardi prochain. Vous êtes attendu aussi au concert gratuit organisé par la Société musicale à l'occasion de la célébration de sa sainte patronne, à savoir la Sainte Cécile, le 15 novembre prochain à 19h ou 18h30. 18h30 à l'église Saint-Pierre-Sainte-Eutrope. C'est chauffé. Le concert dure 1 heure, c'est gratuit. Venez, ils sont ravis que vous puissiez venir les encourager. Je vous attends nombreuses et nombreux, mais c'est l'occasion aussi d'inviter la population à y être pour la 3e édition de Angerville s'illumine sur le centre-ville. On vous redonne rendez-vous à partir de 16h avec donc 18h le temps fort de la mise en service des illuminations du cœur de ville avec notamment les sapins, etc. Avec comme l'année dernière concerts, les enfants des écoles qui participeront, avec structure gonflable, avec les churros, avec le chocolat, enfin bref, avec la vraie ambiance de Noël, avec l'ambiance du vrai vivre ensemble, et aussi le fait que vous puissiez, en restant et en réservant, alors en consommant sur place ou pas, mais la tartiflette, faire acte aussi de générosité, puisque vous le savez, comme la dernière, la ville sera partenaire à cette occasion du Téléthon. Et donc ce soir-là, la vente, enfin les profits faits sur la vente de tartiflettes seront intégralement reversés au Téléthon. Il y aura aussi la boutique du Téléthon, et ce sera l'occasion, si vous le souhaitez, le dimanche qui suit, de vous rendre au loto du Téléthon. Voilà, le Téléthon a besoin de vous, compte sur vous, donc ne l'oubliez pas. Et enfin, on terminera en termes d'annonces, là, prenez date, les 6 et 7 décembre pour le marché de Noël du comité des fêtes. Donc salle polyvalente et parking de la salle polyvalente. Et donc vous êtes là aussi chaleureusement conviés à venir parcourir les allées de, n'ayons pas peur des mots, parce qu'après tout, être chauvin fait du bien aussi, c'est la vérité, le plus beau marché de Noël du Sud-Essonne. Et précédé je savais bien que j'allais en oublier, Françoise, de la bourse aux jouets qui aura lieu le dimanche 23 novembre. Vous êtes attendus, alors pour le public dès 10h, il reste de la place ou pas? Bon, il reste très peu de place. Donc pour ceux qui veulent vendre et redonner une seconde vie aux jouets, dont on se surprend toujours à découvrir à chaque fois que je parcours les allées, l'état de parfaite conservation. On voit à quel point les jouets tournent très vite dans les familles. Donc plutôt que de les jeter ou de les conserver au grenier pour finir par les jeter, autant leur redonner une seconde vie. Donc c'est le coin des bonnes affaires. Que vous souhaitiez redonner vie à vos jouets ou en acquérir plutôt que d'aller dans les grandes surfaces ou d'aller alimenter les structures chinoises telles que celles qui s'installent au BHV, eh bien c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas. Voilà. Alors, et puis il y aura, voilà, comme ça j'aurais fait tout le quart d'heure pub, il y aura aussi les ateliers, mais je les ai pas cités parce qu'ils sont censés arriver après le prochain conseil municipal, sauf si je ne m'abuse. Mais donc, il y aura les ateliers du Père Noël qui auront lieu, vous avez raison, les 13 et 14, enfin le 13 décembre, pardon, avec le spectacle d'arabesque la veille, le vendredi 12. Je sais qu'il est attendu chaque année, donc les enfants des écoles vont recevoir en avant-première, comme chaque année, dans les cahiers de correspondance, le petit flyer pour pouvoir s'inscrire, puisque comme c'est beaucoup demandé, il faut qu'on arrive à garantir que ce sont avant tout les Angervillois qui accèdent à ce spectacle gratuit que la ville finance donc pour les enfants. Et le lendemain, donc les ateliers du Père Noël à partir du 13. Bref, beaucoup de beaux moments de capacité de se retrouver, d'échanger comme d'habitude, et ce dans la bonne ambiance des fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année qui rassemblent tout le monde par-delà nos parcours, parce qu'en fait on est heureux de vivre ensemble et de partager Angerville. Donc j'espère vous retrouver nombreux et nombreux à toutes ces occasions. Bonne soirée à tous, la séance est levée, fin de la retransmission. Merci à tous.